La Côte d'Ivoire a peur. Elle vit sous le règne de la terreur. Il n'y a pas beaucoup de gens, mais il y a quand même, on le sait, des centaines, peut-être quelques milliers de miliciens qui attendent, on va dire tranquillement dans un coin, qu'on leur donne l'ordre d'y aller et que Laurent Gbagbo leur dise allez-y et en gros pousser le pays dans la guerre civile. En gros. Mais écoutez, il n'y aura pas de guerre civile en Côte d'Ivoire. Vous pensez vraiment que le départ d'une manière ou d'une autre de Laurent Gbagbo, ça sera un grand soulagement. Et pour vous, ça règle le problème totalement? C'est lui l'obstacle, c'est lui le problème, il faut extirper le mal. C'est ça. Il ne s'agit pas de déclarer une guerre à la Côte d'Ivoire. Mais écoutez, nous aussi, nous sommes des Ivoiriens. Nous aimons notre pays autant que les autres. Nous ne recherchons pas une guerre civile. On veut que Laurent Gbagbo soit délogé de la présidence. C'est tout ce qu'on demande. On ne demande pas de déclarer la guerre aux Ivoiriens. Et beaucoup d'Ivoiriens aujourd'hui souhaitent que Laurent Gbagbo soit délogé. Et ne vous contentez pas de ce que vous entendez, la désinformation qui se fait, la manipulation. C'est vrai que Laurent Gbagbo fait beaucoup de lobbying pour faire croire le contraire de la réalité. Mais à quel moment vous allez vous rendre compte que Laurent Gbagbo vous trompe? Il vous trompe tout le temps. Il vous a trompé pendant 10 ans. Il continue de tromper tout le temps. Et il est fier de dire qu'il est le boulanger, celui qui roule tout le monde dans la farine. Voilà. Est-ce que vous niez quand même le fait que Laurent Gbagbo, dans son pays, la Côte d'Ivoire, a un socle, un soutien populaire? Il n'a pas de soutien populaire. Pour mesurer le soutien populaire, il y a quel autre moyen que les élections? Dites-moi. Ces élections devraient permettre de sceller la réconciliation des Ivoiriens. Mais voilà que par la faute de Laurent Gbagbo, on se retrouve dans une crise pire que celle que nous avions connue. Mais les Ivoiriens ont voté à 84% au premier tour et 81% au second tour. Ça a une signification. Ça veut dire que les Ivoiriens, ils veulent le changement. Laurent Gbagbo est un usurpateur. Il ne va pas dans le sens de l'histoire et il va être très mal jugé par le tribunal de l'histoire. Vous savez, je reviens là-dessus, on ne peut pas passer par perte et profit. C'est mort innocente. Et ça, c'est affligeant. Et je voudrais qu'on s'en inquiète un peu. Malheureusement, on n'en parle pas beaucoup. On se contente des apparences et on se laisse entraîner dans... Il y a quand même une enquête lancée par la Cour pénale internationale. Mais oui, il y aura une enquête et il y a toutes les preuves. Nous avons toutes les preuves des exactions, des tueries massives qu'il y a. Est-ce que vous savez que l'ONUCI ne peut même pas avoir accès au site des charniers qui ont été découverts, ça et là, à travers pas même accès au quartier quand il y a des problèmes. Voilà, on a suivi des patrouilles de l'ONUCI qui étaient obligées effectivement de faire demi-tour. Voilà la réalité. Est-ce que vous vous souvenez que cet homme est dangereux? C'est qu'il a fait en 2004. Il a quand même tué des soldats français à Bouaké. Il a voulu provoquer une situation irréversible avec la France. Il n'a jamais revêtu les habits d'un homme d'État. Laurent Gbagbo est un tueur. Mais pour revenir à la question de mon confrère, il a quand même une partie de la population qui a voté pour lui, même quel que soit le résultat final, il a ce soutien-là. Et est-ce que le risque n'est pas qu'une partie du pays se sente vaincue et humiliée contre l'autre, et dans ce cas-là, d'avoir un clivage régional très fort? Mais ce n'est pas vrai. Vous savez que nous sommes un peuple métissé. C'est comme l'Afrique du Sud. Les mariages entre les ethnies, ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes tous des métis. Il n'y aura pas de guerre civile en Côte d'Ivoire. Je vais vous dire, quand vous additionnez les voix de M. Ouattara et celles de M. Bédié, ainsi que celles de M. Mabry Touakeuse après le premier tour, le rassemblement des oufouettistes a, à lui seul, 62% des voix. Voilà. C'est le suffrage universel qu'il faut respecter. On ne dit pas que nous avions 100%. Ce serait trop beau. Donc le risque de partition du pays qu'évoquait il y a quelques jours M. Poniatowski, par exemple, député français, ne vous semble pas réaliste? C'est une idée à jeter à la poubelle. Parce que ça procède
d'une méconnaissance de la réalité ivoirienne. On ne va pas marcher à contre-courant de l'histoire. Je le disais certains de vos confrères, qu'on s'est beaucoup plaint de la conférence de Berlin en 1885 qui a décidé du partage de l'Afrique. On ne va pas recommencer à dépecer les pays. Alors qu'on est dans une dynamique d'intégration africaine. Ce qui se passe au Soudan ne va pas dans le sens de ce que vous dites. Je comprends. Vous savez, il faut remonter à l'histoire du peuplement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire nous appartient à nous tous, à tous les Ivoiriens. Nous sommes tous des Africains. Laurent Gbagbo n'est pas plus ivoirien que les autres. On ne peut pas prétexter du fait que quelqu'un est plus ivoirien que les autres et qu'il a le droit de tuer. Rien ne saurait justifier cela. Qu'on porte atteinte à la dignité humaine. C'est ce qui se passe. Il ne faut pas voir une lutte pour le pouvoir. Ce n'est pas une lutte pour le pouvoir. Les élections doivent pouvoir résoudre des problèmes. Elles ne doivent pas en créer. Alors, il faut qu'on sorte des clichés, qu'on colle à l'Afrique, des coups d'État, des pushs, des manifestations violentes de transition. Nous voulons entrer dans l'histoire. Vous m'avez cité tout à l'heure le cas du Ghana. Pourquoi le président Obama est-il allé au Ghana il y a quelques mois? Parce que tout simplement, le Ghana a offert l'exemple d'une transition pacifique. Pourquoi nous citons aussi le Sénégal? Parce qu'en 2000, le président Abdou Diouf a reconnu sa défaite et il s'est retiré. Il y a une autre vie après le pouvoir. C'est ce que Laurent Gbagbo ne veut pas accepter. Ah oui, tout à fait. Mais pour revenir à la situation en Côte d'Ivoire, est-ce que Alassane Ouattara est aujourd'hui profondément déçu par la communauté internationale, par les promesses qui n'ont pas été tenues, par un temps qui dure maintenant? Quelle est sa réaction? Est-ce qu'il attend encore quelque chose rapidement de cette communauté internationale? Alassane Draman Ouattara n'est pas déçu de la communauté internationale. La communauté internationale a montré clairement qu'elle est du côté de la vérité, de la justice et de la démocratie. C'est très important. Vous voyez, le peuple ivoirien va se charger du reste. C'est-à-dire, quand Ouattara disait qu'il serait au pouvoir au palais présidentiel le 30 janvier. Il l'a dit. Oui. Il l'a dit, je le reconnais. Mais il a voulu, en homme de paix, privilégier le dialogue. Qu'est-ce que vous auriez souhaité? Que nous menions une attaque contre le palais présidentiel? C'est ça? Après, on nous aurait reproché ça. On aurait dit, bon, voilà, il y a une fenêtre de dialogue. M. Ouattara a préféré la force. On nous aurait traité de gens violents. C'est ça qu'on aurait dit. Mais il y a combien d'émissaires qui ont défilé en Côte d'Ivoire? Ils en arrivent à la même conclusion. Laurent Gbagbo ne veut pas bouger. Il est droit dans ses bottes. Cette situation, c'est vrai, elle est difficile à supporter. Nous comprenons. Tout le monde s'impatiente. Il faut qu'il y ait une fin. Et la CEDEAO, je vous le dis, est déterminée à résoudre ce problème. Militairement. Au besoin, par la force. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? À quel délai, je veux dire? Mais écoutez, moi, je ne suis pas un militaire. Je ne vais pas vous donner un délai. Ce genre d'opération, on ne vous dit pas on va mener l'opération tel jour. Ce ne serait plus la peine. Et que doit faire la France, selon vous? Parce que le président Sarkozy avait lancé un ultimatum quelques jours après le résultat des élections en disant je donne 3 jours à M. Gbagbo pour partir. Bon, il est toujours là. Depuis, la France a reconnu, par exemple, votre arrivée comme ambassadeur. Elle a pris des mesures. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle doit faire, selon vous? D'abord, la France, nous nous en réjouissons. Elle est constante dans sa prise de position. Elle n'a pas changé de ligne. Elle n'a pas varié. C'est très important pour un pays qui compte comme la France, dont la voix est écoutée. Moi, j'ai du mal à comprendre une situation. Lorsque la France réagit, on dit bon, voilà, il y a une immixtion, il y a une ingérence. Lorsqu'elle ne dit rien, elle est tout autant critiquée. Mais il y a un devoir d'ingérence. Lorsque la démocratie n'est pas respectée, il faut pouvoir le dire, il faut dénoncer, il faut protéger la démocratie. Et je pense que c'est par la démocratie qu'il y aura plus de stabilité, plus de sécurité, plus de développement dans nos pays. Obama disait, l'ingrédient qui manque à l'Afrique, c'est la démocratie.
Et donc plus d'ingérence, ça veut dire quoi concrètement? Mais ça veut dire que lorsque les droits de l'homme sont violés, n'importe où dans le monde entier, il faut trouver un rempart contre cela. On ne va pas quand même encourager des tueries. Nous sommes le même monde. Nous sommes différents, mais nous sommes les mêmes. Mais concrètement, comment cette ingérence française en faveur de la démocratie, ce n'est pas une ingérence française. En faveur de la démocratie peut se concrétiser? Oui, mais écoutez, il y a des prises de position que la France continue dans ce sens, qu'elle soit du côté de la démocratie, de l'histoire. C'est ce qui est en train de se passer. Certains journalistes ont reproché à la France de n'avoir pas vu venir ce qui se passait en Tunisie. Mais aujourd'hui, la France voit venir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Elle dit, voilà, nous avons un usurpateur. Les Ivoiriens ont tranché, ils ont décidé de confier leur destin à M. Alassane Dramane Ouattara. Un point, c'est tout. Laurent Gbagbo a encore quelques moyens, un quarteron de militaires qui lui sont dévoués, recrutés sur une base tribale, et puis des mercenaires et des miliciens. S'il avait une armée qui était derrière lui, vous croyez qu'il aurait eu besoin de prendre des supplétifs? Non. Nous avons beaucoup de militaires qui nous disent toutes les armes se trouvent entre les mains d'un groupuscule de militaires. Nous ne pouvons pas agir, nous ne pouvons rien faire. Tous les jours, il y a des militaires qui disent ça, qui disent nous sommes d'accord avec vous, nous voulons faire respecter la démocratie, mais malheureusement, nos familles sont menacées. Si nous agissons comme ça, ou si nous vous rejoignons à l'hôtel du Golfe, mais nous mettons la vie de nos familles en danger. Voilà la réalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je crois qu'il faut la dépeindre clairement, ne pas se laisser impressionner par la thèse de l'impérialisme que Gbagbo enfourche pour intimider l'Occident, qui peut avoir une mauvaise conscience. On en connaît des Français qui s'auto-flagellent, mais ce n'est pas les Français qui ont élu Alassane Dramane Ouattara, ce sont les Ivoiriens. Voilà, et ce sont des Africains qui ont dit il faut que Laurent Gbagbo cède le pouvoir. S'il ne le faisait pas, au besoin, nous utiliserons la force légitime pour le faire partir. Voilà. C'est ce risque ou cette peur des armes qui a fait que les appels à la grève générale, par exemple lancés par M. Ouattara, n'ont été que très très peu suivis d'effet. Ce n'est pas vrai non plus. Quand vous voyez comment la vie est désorganisée en Côte d'Ivoire, vous comprendrez qu'on ne vit plus normalement. Ça, c'est un fait. Mais l'appel à la grève générale... Écoutez, vous savez, l'appel à la grève générale, il a été suivi. Il a été bien suivi. Il y a eu des villes mortes. Mais c'est pacifique. Mais dites-moi, vous voulez qu'on utilise la force? Si c'est ce que vous voulez,